Et on est de retour sur Santexpo, sur le stand de la French Care, pour un nouvel entretien Tech Care by Big Media. Et pour clôturer cette belle journée d'échanges et de témoignages, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Dubost, qui est venue nous raconter son combat quotidien pour changer les regards sur le handicap et faciliter l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap dans la sphère professionnelle. Virginie Dubost, bonjour. Bonjour Martin. Alors tout d'abord, votre histoire, c'est l'histoire d'un coup du destin, d'un accident de surf sur le Costa Rica, il y a 9 ans. Racontez-nous rapidement. Alors c'était il y a 8 ans déjà exactement. Un accident de surf, en fait, j'étais partie à l'autre bout du monde en sac à dos toute seule et j'ai pris un cours de surf au Costa Rica. Mauvaise chute et en fait ma moelle épinière a été touchée lors de cette chute. Et ce qui m'a rendue tétraplégique pendant plus de 2 ans et demi, 2 ans et 2 mois d'hôpitaux. Et après, c'était vraiment l'inconnu, de devoir composer avec un monde qui est finalement pas du tout adapté à soi et ce qu'on ne connaissait pas finalement. Et j'étais loin de m'imaginer tous les défis et tous les challenges auxquels j'allais être confrontée. Ce qui est très inspirant dans votre parcours, c'est que depuis cet accident, vous ne cessez d'entreprendre ce que vous faisiez déjà avant, mais vous n'avez pas cessé d'entreprendre depuis, pour une meilleure inclusion notamment des personnes en situation de handicap dans l'espace public. Qu'est-ce qui nourrit cette envie ? Alors, ce qui nourrit cette envie, c'est tout simplement le fait d'essayer de faire bouger les choses à mon échelle et le fait de voir un changement, un impact concret, immédiat, que ce soit à plusieurs niveaux, que ce soit sur les réseaux sociaux, que je partage aussi mon quotidien et tous les challenges auxquels on fait face. Et donc d'autres personnes peuvent se sentir, qui sont dans ma situation, se sentent aussi forcément concernées. Ça peut aider des personnes à se projeter et voir qu'il existe aussi une vie après un accident, et même si on est en fauteuil roulant. Et ça peut toucher et sensibiliser aussi les personnes qui ne sont pas du tout concernées. Et donc ça permet aussi de donner des tips sur comment s'adresser aux personnes en situation de handicap, des tips aussi pour faire attention aux incivilités qui ne sont pas volontaires, mais typiquement, quand on sort à sa poubelle ou qu'on gare mal son vélo sur un trottoir, ça embête tout le monde. Donc c'est des petites choses qui peuvent aussi aider. Et après, plus sur une sphère professionnelle et institutionnelle, essayer de concrètement avoir un impact positif, que ce soit, auprès du ministère par exemple, pour apporter mon feedback sur le remboursement des fauteuils roulants, sur d'autres réformes ou plus directement avec des entreprises pour aborder des thématiques d'inclusion, que ce soit au niveau du design, comme des sites internet, comme des expériences clients, pas sur place en fait. Alors justement, tu as pas mal évoqué toute cette question des incivilités ou en tout cas des maladresses que pouvaient avoir les personnes, les choses qu'ils pouvaient faire sans s'en rendre compte. Et pour s'adresser à eux de cette manière-là, tu as notamment une casquette que tu développes depuis quelques années de créatrice de contenu. C'était quoi ? Et ce qui est intéressant aussi dans cette création de contenu, c'est que tu emploies un ton qui est assez humoristique. Qu'est-ce qu'il apporte, ce ton humoristique ? Alors, ce ton humoristique, il apporte surtout le fait de pouvoir dédramatiser la situation et de permettre aussi aux personnes qui lisent ce contenu et qui le consultent de ne pas se sentir blâmées, tout simplement. Donc le message passe plus facilement, tout simplement parce qu'en fait, moi, avant d'être dans cette situation, quand je croisais quelqu'un en situation de handicap ou en fauteuil roulant, je tournais la tête parce que je ne savais pas du tout comment m'adresser à ces personnes-là. Donc je ne blâme pas du tout ces personnes. Donc voilà, et je pense que l'humour, c'est la meilleure des armes pour faire passer des messages, quelle que soit la thématique. Et je pense qu'on peut rire de tout avec tout le monde. Il faut juste avoir le bon ton, mais je pense que c'est une bonne façon de faire passer les messages, surtout que tout le monde peut accéder à cette information-là. Ça permet de dédramatiser, aussi de démocratiser aussi les sujets quand j'aborde le handicap, la tétraplégie, la blessure médulaire. Ça permet aussi d'avoir un discours plus accessible pour tous. Alors aujourd'hui, justement, sur le compte Instagram sur lequel tu publies ces vidéos, tu
plus de 50 000 abonnés, ce qui est quand même considérable. Est-ce que c'est une grande fierté, j'imagine, de réussir justement à rassembler aussi largement autour de cette chaîne? Bah oui, ça commence à faire une petite communauté sympa. Et oui, c'est chouette parce que j'ai des retours directs de personnes qui sont dans ma situation ou au contraire qui sont éloignées du handicap et qui ne se rendent pas compte de toutes les thématiques et les problématiques auxquelles on fait face. Et au-delà de ça, c'est quand même... c'est chouette parce que c'est quand même du travail, toute cette création, et de voir que ça paie, et que ça plaît surtout. C'est vraiment une vraie satisfaction. Et de voir les personnes en fait, qui me disent que ça les aide, que ça leur donne de l'espoir ou que ça permet aussi d'apporter des mots sur des situations qui sont complètement inconnues pour les personnes qui en sont éloignées, et ben, ça fait plaisir. Ouais. Alors, est-ce que par exemple, il y a une vidéo qui a particulièrement fonctionné et tu t'y attendais pas sur un sujet en particulier? Alors oui, il y a une vidéo qui a fait plus d'1 million de vues. Enfin, j'en ai qui ont fait plus, mais celle-ci était quand même assez étonnante. C'est que je partageais mon quotidien et je montrais tout simplement comment on prenait le bus quand on était en fauteuil roulant. A priori, quelque chose d'assez anodin et quelque chose d'assez lambda dans la vie de tout le monde. Sauf qu'en fait, elle a fait beaucoup de vues à cause de commentaires négatifs. Donc je ne pensais pas que ça pouvait générer quand même des commentaires de haters, ce genre de vidéo. Mais il y avait pas mal de monde qui s'insurgeait sur le fait qu'une personne en fauteuil prenne les transports et ne prenne pas un véhicule adapté, une ambulance, ou tout simplement pourquoi je passe pas mon permis pour ne pas déranger les autres. Et voilà, en disant qu'elle comprenait mieux pourquoi on mettait... pourquoi les bus avaient du retard, parce qu'ils mettaient du temps à sortir la rampe, monter, que je prenais la place dans le bus, etc. Donc, ouais, ça c'est voilà. le moins bon versant des Voilà. réseaux sociaux qui permet de partager pas mal de choses, de créer du soutien, de créer des liens et malheureusement des fois avoir des retours un peu moins agréables, j'imagine. Ouais, mais après, ça ne me touche pas parce que ça ne me concernait pas personnellement. C'était vraiment de l'inconnu, quoi. Au-delà de toute cette action de créatrice de contenu où vous faites, on peut dire, de la pédagogie d'une certaine manière, il y a aussi toute une action que tu mènes qui est plus de l'ordre du passer à l'acte, notamment en termes de conseils auprès d'entreprises. Tu donnes des conférences, tu accompagnes certaines entreprises. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Oui, bien sûr. L'axe conférence, ça va être plutôt des témoignages et sensibilisation sur les thématiques de handicap, de résilience. Ça peut être pour des grandes entreprises comme des structures plus petites. Et le conseil en entreprise, ça va être notamment sur de l'audit d'accessibilité et d'expérience client. Je le fais pour des salons, typiquement le salon de l'horlogerie qui était à Genève il y a un mois. Ça peut être aussi pour des salles de concert. Ça peut être pour des grands magasins aussi. Parce qu'en fait, l'expérience inclusive doit être la même pour tout le monde, pour que tout le monde puisse avoir la même expérience d'achat. Parce que finalement, l'inclusion, c'est quoi? Avant tout, ça reste du business et une réalité économique et un manque à gagner, des parts de marché en moins pour les entreprises. Et ça, il faut qu'elles s'en rendent compte. Parce qu'aujourd'hui, les personnes en situation de handicap représentent quand même... on est quand même 20% de personnes en situation de handicap. Donc c'est dommage de se priver de cette part de chiffre d'affaires aussi. Et j'accompagne aussi des marques et des services aussi type Doctolib au sujet des thématiques d'accessibilité de cabinet. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de filtre sur l'application permettant d'isoler les cabinets accessibles. Donc là, on est en train de développer ça depuis 2 ans. Et là, ça va bientôt être annoncé. Voilà. Je vais revenir sur cette collaboration avec Doctolib après, parce que c'est vrai que cet investissement aussi avec le milieu de la tech est super intéressant. T'évoquais un peu ce conseil pour les entreprises pour une meilleure accessibilité des produits, qui est finalement une contrainte un peu commerciale, ce que tu disais. Pour l'entreprise, l'enjeu il est aussi de marque employeur, ou en tout cas ne serait-ce que pour ses employés. C'est quoi les freins aujourd'hui des entreprises pour avoir une meilleure inclusion de personnes en situation de handicap? Alors les freins, déjà, c'est la méconnaissance. Parce que je pense que l'entreprise, en général, les employeurs pensent qu'intégrer une personne en situation de handicap coûte cher. Alors qu'il faut savoir qu'à peu près seulement 15%
des personnes en situation de handicap nécessite une adaptation du poste de travail. Et puis il faut savoir aussi que parfois les adaptations sont vraiment minimes et qu'une adaptation pour une personne qui en a besoin va être utile et apporter du confort à tous les collaborateurs. Donc je pense qu'il y a déjà ce frein-là. Un autre frein aussi lié à la méconnaissance, c'est qu'on pense que les personnes en situation de handicap n'ont pas de capacité, sauf qu'on peut avoir des diplômes et un cerveau comme tout le monde et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. C'est juste que parfois, pour arriver d'un point A à un point B, on va opter pour un chemin un petit peu différent parce qu'on aura besoin d'adaptations différentes ou un fonctionnement différent. Mais on va y arriver comme tout le monde. Et je pense que les Jeux paralympiques ont un peu aidé à ça, de pouvoir associer compétences, performance et handicap. Ouais, tu as l'impression qu'il y a eu un changement un petit peu de regard peut-être du grand public ou de l'entreprise suite aux Jeux Olympiques? Peut-être du grand public surtout, qui a pu voir justement ces performances-là. Après, je ne pense pas qu'il y ait eu un vrai héritage, dans le sens où en fait, malheureusement, aujourd'hui, dans les représentations du handicap, on a soit l'aspect médical Téléthon, soit l'aspect super-héros lié au sport. Mais en vrai, les personnes en situation de handicap, pour 95%, c'est le reste de la population qui n'est pas spécialement représentée, soit comme un super-héros, soit comme vraiment un aspect vraiment pathos. Et donc, c'est un peu ce manque de représentation qui pêche aujourd'hui encore, quoi. Alors Virginie Dubost, t'en parlais juste avant de ton investissement avec Doctolib pour référencer les cabinets médicaux qui seront accessibles aux personnes en situation de handicap, ce qui est, j'imagine, une avancée primordiale. Et c'est vrai que dit comme ça, on a du mal à se figurer que ce ne soit pas déjà le cas, d'une certaine manière. En règle générale, même au-delà de ça, c'est vrai que tu as un engagement envers la tech. Tu vois la tech comme un vrai vecteur pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. Oui, clairement. D'ailleurs, là sur le plateau, vous hébergez Wondercraft, avec qui j'ai eu la chance de marcher pendant 5 ans. Donc, il y a un exosquelette auto-équilibré développé donc, par une start-up française et qui est incroyable parce qu'il permet à toutes les personnes en fauteuil roulant de pouvoir se reverticaliser et marcher. Et je pense que la tech, c'est primordial pour favoriser l'autonomie, pouvoir développer encore plus de fonctionnalités et de bienfaits quand on est en situation de handicap ou quand on ne l'est pas d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'avant d'être dans cette situation-là, je m'imaginais un peu la technologie comme quelque chose de geek, de superficiel ou autre. Et maintenant, je peux voir aussi des côtés un impact direct et très utile finalement. Et donc, c'est ça qui est chouette aussi. Peut-être sur Wondercraft, parce que c'est vrai que c'est intéressant, notamment que tu aies pu utiliser ces exosquelettes qui sortent un peu tout droit de science-fiction, un petit peu quand on n'a pas l'habitude de les voir, et nous parler un petit peu de ce que ça fait de les utiliser et du point de vue utilisateur, de pouvoir bénéficier de ce type de dispositif. Point de vue utilisateur, déjà c'est une vraie chance d'avoir pu faire partie de l'aventure avec eux. Et en plus, quand on est assis toute la journée, de pouvoir se verticaliser ne serait-ce que 45 minutes par semaine, c'est assez incroyable de pouvoir être à hauteur et pouvoir parler à quelqu'un dans les yeux. Ça aussi c'est chouette et ça m'avait manqué. Et puis pouvoir se voir aussi, parce que quand on est en fauteuil roulant, on a un schéma corporel et une vision, un schéma de soi qui est complètement différent. Donc le fait de pouvoir se voir debout, c'est aussi, ça apporte du bienfait psychologique. Et au-delà de ça, il y a un vrai bienfait côté médical, santé, sur l'organisme, les os, etc. Et ça permet aussi de remarcher. Donc ça, c'est quelque chose d'assez incroyable, quoi. Virginie, il y a un dernier point que je voulais aborder avec toi, parce que avant ton voyage au Costa Rica, que tu as évoqué juste avant, tu travaillais beaucoup dans le secteur du luxe. Et en fait, tu reboucles un petit peu la boucle, si je peux le dire comme ça, avec un projet lié justement à une inclusion dans les soins esthétiques, dans le rouge à lèvres, en l'occurrence, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Oui, bien sûr. En effet, j'ai travaillé 10 ans dans l'univers du luxe avant mon accident. Et là, justement, je reconnecte avec cet univers-là, lié à ma nouvelle casquette d'inclusion et d'accessibilité,
en faisant une collaboration avec L'Oréal Division Luxe et plus particulièrement Lancôme, qui a développé une innovation qui s'appelle Apta, qui va être lancée là sur le marché français en juillet, qui est un device qui permet de stabiliser et de venir compenser les tremblements, les spasmes et autres troubles des membres supérieurs et de venir clipser un rouge à lèvres pour que toutes les femmes en fait puissent avoir accès à la beauté, quel que soit leur niveau de préhension ou de dextérité. Et donc en fait ça peut paraître superficiel, mais au-delà de ça, ça permet de retrouver confiance en soi et puis la beauté pour tous. C'est vraiment la beauté à l'inclusion, c'est vraiment la beauté, la beauté pour tous aussi. Et c'est chouette que des marques comme ça s'emparent du sujet parce que plus de marques devraient le faire, quoi. Super, écoutez, merci beaucoup Virginie d'être venue témoigner, nous livrer ce témoignage optimiste et plein de bienveillance. Merci Martin.